nouveau, et l'INSERM a sorti un rapport en 2010. L'INSERM, c'est pourtant des gens, des professionnels, c'est pas des illuminés ou des idéologues. Ils ont dit il faut pouvoir répondre de manière pragmatique à cette exigence. Le rapport de l'INSERM est beaucoup plus neutre que vous ne le dites. Ah, pas du tout. Bien sûr. Et moi, ce que je crains de surcroît, même s'il faut traiter l'hépatite C par d'autres moyens, sans pour autant briser le tabou de l'interdit de la drogue, c'est que ce soit aussi le premier pas, c'est évidemment une dépénalisation de fait. Donc c'est le premier pas dans la dépénalisation, la légalisation et peut-être aussi la distribution d'héroïne remboursée par la sécurité sociale bientôt dans ces salles de shoot. Je voudrais vous montrer la réaction, la réponse en tout cas de ceux qui nous écoutent à la question du jour. Êtes-vous pour les salles de consommation de shoot, de drogue, les salles de shoot plutôt, êtes-vous pour les salles de consommation de drogue? Oui, 22%, non 78%, il va falloir convaincre la population. Oui, il y a un gros travail pédagogique à faire, mais lors de réunions avec les citoyens et les riverains dans certains arrondissements auxquels j'ai pu participer, lorsque vous expliquez aux gens l'intérêt de ces dispositifs, ils sont intelligents, ils comprennent et ils savent que ce sera bénéfique pour les usagers de drogue et pour eux parce que ça amènera de l'apaisement dans l'espace public. Non, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Ce n'est pas accompagner les toxicomanes dans leur dépendance. Mais l'UMP de Marseille est plutôt favorable. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça. On est parlé avec lui, il est beaucoup plus dubitatif. Dubitatif. D'ailleurs, il ne s'est pas exprimé là-dessus. Il ne s'est pas exprimé là-dessus. Il ne s'est pas exprimé là-dessus. On voit bien qu'on est dans un contexte, excusez-moi, où on va au-delà des cadres partisans. Bien sûr, c'est sur un discours, il y a un débat de santé publique, il y a une urgence, il y a des enjeux, il y a des réponses qui existent à l'international. Il faut utiliser l'expérience internationale, la rationalisation scientifique, peut amener des réponses à des points de vue idéologiques qui sont trop inquiets. Il n'y a que quelques villes dans 8 pays qui ont organisé. C'est toujours un exemple, l'Allemagne. Non, parce qu'on ne va pas les citer en exemple. Figurez-vous qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus d'overdoses, beaucoup plus de toxicodépendants qu'en France, et que la politique de réduction des risques est beaucoup moins appliquée. Donc ce n'est pas du... Et il y a beaucoup plus de scènes de drogue qui n'existent quasiment pas à Paris et en France. Merci messieurs. Le cas Armstrong, la chute de Lance Armstrong qui perd ses 7 Tours de France. Première réaction, écoutez, et puis ensuite celle de Pierre Ballester qui a été sans doute l'un des tout premiers en France à dénoncer le dopage du champion américain. C'est une décision, je crois, que l'on doit approuver compte tenu des éléments d'information en notre possession. Logiquement, l'UCI a dénié à Armstrong ses victoires dans des compétitions internationales relevant de sa compétence et en particulier ses 7 succès dans le Tour de France. Pierre Ballester, bonsoir, merci d'être ici en direct. Je voudrais vous montrer le dessin de notre caricaturiste qui fait justement la transition entre les salles de shoot et Lance Armstrong. Voilà, évidemment. C'est Lance Armstrong qui a testé le premier ces salles de shoot. Vous avez été effectivement l'un des tout premiers à dénoncer ce dopage. La ministre des Sports dit c'est bien, c'est emblématique cette décision-là. Envie de dire c'est tardif quand même. Ah, pas tardif, oui. Dès l'instant que la justice sportive ne voulait pas s'emparer du dossier, Lance Armstrong pouvait courir en toute impunité et toute immunité et faire son petit business. Mais c'est tardif, mais vous savez, il y a des grands procès comme l'Erika ou le Prestige, par exemple, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans pour être soldé. Ça arrive 7 ans après son dernier maillot jaune. Ça arrive 7 ans après son dernier maillot jaune, certes, mais l'enquête sportive a été initiée en 2006, après les aveux de Floyd Landis, un coureur déchu en 2006. Lance Armstrong était toujours en activité sur le Tour de France en 2009, il a été 3e, et en 2010, donc il est encore dans une certaine actualité, donc on ne veut pas rebarrer ça au passé en tous les cas. Quand vous avez écrit votre premier livre, vous en avez eu 2 en tout, je crois, sur l'enquête. Même 3, allez, allons-y. Bon, alors allons-y. Le premier, je me souviens que c'était un scandale, vous avez provoqué une polémique, et vous étiez même accusé de casser le mythe Armstrong. Aujourd'hui, les choses se sont totalement retournées. Pourquoi? J'ai beaucoup d'amis, je suis pas sur Facebook, mais j'ai beaucoup d'amis d'un seul coup, oui. Pourquoi? Parce que... Vous avez beaucoup d'amis, c'est-à-dire tous ceux qui vous crachez dessus aujourd'hui, bravo Ballester, vous aviez raison avant tout le monde. J'ai beaucoup d'amis. Et ce qui fait que, de manière très fugitive, oui, c'est... Comment dire? Le temps fait qu'il y a des consciences qui se sont libérées, il y a une solennité devant des tribunaux aussi, qui ont fait que des langues se sont déliées, il y avait un trop plein de tout avec Lance Armstrong, indépendamment de son comportement outrancier, antipathique, allons-le, c'est pas diffamatoire, et il régentait le peloton. Et il y avait cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect cancer. Il s'abritait derrière la Fondation contre le cancer, sur le mode de fonctionnement, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, et il s'abritait derrière cette vertu, cette action humanitaire, et donc il devenait intouchable. Il y a eu cette opportunité pour lui d'être à la fois un champion, une icône, et un survivant du cancer, ce qui a déclenché sa notoriété aux États-Unis notamment. Cette convergence des deux, business cancer
notoriété cycliste ont fait qu'on en arrivait à quelqu'un qui était considéré comme Dieu et qui incarnait la loi du plus fort sous lequel les gens étaient humiliés. Et certains cyclistes qui ont couru avec lui continuent de dire que c'est un grand champion, certes peut-être dopé, mais comme d'autres, il n'est pas seul et il a quand même fait des performances exceptionnelles. Voilà, oui, vous savez, le coming out, c'est quelque chose de difficile de passer le cap. On en est à un embryon parce que tout n'est pas soldé, c'est pas parce que Armstrong est ainsi vilipendé que le dopage disparaît, loin de là. Ce serait trop facile. Ce serait beaucoup trop facile, très arrangeant. C'était la décision la plus arrangeante et la moins encombrante pour l'Union cycliste internationale de destituer Lance Armstrong. Elle a coupé un bras pour éviter que la gangrène ne se propage. Mais est-ce que l'UCI, qui aujourd'hui donc destitue le roi Armstrong, n'a pas couvert pendant des années des contrôles positifs de Lance Armstrong? Parce qu'on a envie d'en savoir plus. Pourquoi Lance Armstrong a réussi toutes ces années à passer en semi-finale? Ça tient en 3 mots. Lance Armstrong, il était protégé. Et ça tient en 3 lettres. Union cycliste internationale. Donc il était pour vous protégé par l'UCI? Bien sûr. Non mais il y a pas formellement. Bien sûr, il n'y a pas de point d'interrogation à mettre au bout de cette phrase. Nous avions déjà relevé dans nos enquêtes un florilège d'infractions commises par l'Union cycliste internationale pour permettre des passe-droits, des privilèges à l'endroit de Lance Armstrong pour qu'il puisse courir. Mais dès le tour 99 où il a été contrôlé positif, un certificat médical antidaté qui est contraire au règlement de l'Union cycliste internationale a été accepté. Ça a été jusqu'à en 2009, lorsqu'il est revenu, il devait passer par une période probatoire, ne serait-ce que pour mettre à plat, établir son profil médical. On a passé outre. Il y a eu des privilèges et ces privilèges ont été matérialisés un peu plus avec le rapport de l'agence américaine antidopage qui a enfoncé le flou en citant nommément les collaborations et les collusions sulfureuses entre l'Union cycliste internationale et l'UCI, donc les instances internationales du cyclisme, lâchent Armstrong aujourd'hui? Il y avait plusieurs options. Il y a l'option je ne le destitue pas. Alors là, c'est le camouflet total, le discrédit irréversible concernant cette institution, qui a beaucoup de choses à se reprocher. Il y a le recours au tribunal arbitral du sport. Ils avaient dit qu'ils n'en feraient pas appel, donc ils s'y sont tenus. Et je pense qu'en amont de cette décision, qu'on peut considérer comme courageuse au départ, c'est bien l'une des rares décisions que l'UCI ait prise de cette nature. C'est vrai que, franchement, ils ont dû négocier, quoi. Ils ont dû négocier. C'est aux États-Unis, tous négocient, hein, l'instant. Ils ont négocié avec qui? Entre Lance Armstrong et l'UCI. Enfin, je vois pas. Pourtant, Armstrong doit rembourser 9 millions d'euros maintenant. Oui, attendez. Oh là là, c'est quoi? Oh là là, n'allons pas plus vite que la musique. Pour l'instant, on dit qu'il doit rembourser à quelle hauteur et à qui cet argent. On n'en est pas là, hein. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Est-ce que le dopage en cyclisme s'arrête avec Armstrong? Ça y est, tout est propre et maintenant c'est formidable. Vive le sport. Ce serait bien, ce serait beau. C'est ce qu'on nous avait chanté, bassiné il y a une quinzaine d'années. Non, il y a plein de petits Armstrong qui se baladent un peu partout. Alors des volumes financiers et une notoriété moindre. Mais vous savez, il y a un pli qui est pris depuis des années. Il y a une culture qui a été... On ne peut pas l'arrêter comme ça. 35% des gens qui dirigent les équipes professionnelles ont contrevenu eux-mêmes à la réglementation antidopage. L'institution qui a dissimulé, camouflé les agissements de Lance Armstrong sont toujours à leur tête. Pas que McQueen ne veut pas démissionner, c'est son droit, il n'y a pas de souci, mais qu'on ne vienne pas dire qu'ils ont un certain crédit encore. Merci Pierre Ballester, merci d'être venu sur le plateau de BFM Story. Il sera à 19h dans quelques minutes après la météo. Routel Krief qui reçoit notamment ce soir Pascal Cabarini qui fut également l'un des avocats d'Yvan Colonna. On va parler bien sûr de la Corse et de l'assassinat de Maître Solacaro. Très bonne soirée sur BFM TV. À demain à 18h pour BFM Story. La météo avec Malakoff Médéric. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir. Situation très classique en automne. Brouillard au lever du jour. Ils seront nombreux, particulièrement en fond de vallée, mais aussi de l'humidité sous forme de bruine entre la pointe Finistère et le Cotentin. Toujours des averses près de la Méditerranée, mais en atténuation. D'ailleurs, elles vont disparaître l'après-midi à la faveur du soleil. Retour du soleil sur toute une partie sud entre l'Aquitaine et les Alpes. Encore quelques nuages côtiers près de Marseille et les derniers orages sur le relief corse. Grand soleil aussi sur les régions au nord de la Seine. Ce sera un petit peu plus nuageux
nuageux avec des éclaircies un petit peu plus timides entre le nord-ouest et le centre-est. Les températures resteront douces le matin avec juste quelques valeurs en dessous de 10 degrés sur l'extrême est, 7 degrés pour Strasbourg, 13 à Paris, jusqu'à 16 degrés sur la Côte d'Azur et l'après-midi en général proche des 20 degrés, voire un petit peu au-delà. 24 le maximum à Marseille.